Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on va parler de salariat, nos expériences, nos avis, comment on le gère également avec nos investissements et nos autres activités à côté. Donc on va aborder toutes ces questions aujourd'hui. Juste avant de lancer l'épisode, pensez à vous abonner à notre compte Instagram si ce n'est pas encore fait et à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes. Vraiment, on vous remercie. À vous abonner également si vous écoutez sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple Podcasts. Tout de suite, je lance l'épisode et juste avant, jingle. Bon, la boum anecdote de cette semaine. Tu commences direct dans le vif, tu dis même pas bonjour. Bonjour. Non. Je t'ai coupé, vas-y. Oui, alors du coup, la boum anecdote de cette semaine, c'est que pour ceux qui ont suivi l'épisode sur la gestion des locataires, on a une locataire qui nous pose problème depuis un petit moment. Plus de 2 ans. Comment ? Non, 3 ans. 3 ans. Oui, mais là, les derniers temps, elle avait accumulé des retards de loyer. Et en fait, on avait eu des problèmes de salubrité avec elle parce qu'en fait, quand on lui avait donné l'appart, il y avait des cafards et en fait, elle me disait qu'elle nettoyait, qu'elle Non, justement, là, t'as mal expliqué. Justement, quand on lui a donné l'appartement, il y avait 0 cafard. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, t'as dit qu'on lui avait donné avec non, il y avait 0 cafard. Ça, c'est important de le préciser. C'est que l'appart était nickel. Et d'ailleurs, avant elle, il y avait une autre locataire, une jeune étudiante qui avait gardé l'appartement. Vraiment, ça, c'était avec l'ancien propriétaire juste avant qu'on devienne les nouveaux propriétaires de cet immeuble. Et l'ancienne locataire, elle avait tout rendu nickel. Vraiment, en plus, c'était un appart qui a été rénové, je pense, il y a moins de 5 ans, un truc comme ça. Et là, en fait, elle a commencé à avoir des soucis au bout d'1 an à peu près qu'elle était là. Ouais. Et du coup, alors on lui a mis la pression, mais en réalité, on avait mis fin à son bail parce que c'est des beaux meublés du coup qu'on a sur cet immeuble et en fait, elle voulait pas partir. On lui avait mis fin au 1er octobre. Ouais. Et elle est partie là, il y a une semaine ou deux. Elle est partie le 7 novembre. Bref, donc c'était très très compliqué avec elle. Très tendu sur la fin. Quelqu'un de sans doute schizophrène, ouais, mais c'est important de le préciser ça quand même, parce que c'est moi qui ai eu les prises de tête avec en face à face, tu vois. Et en plus, elle était en couple avec un jeune homme qui pourtant pas un petit gabarit, hein, je pense à 1m90, 100 kg à peu près, et il avait peur d'elle. Moi vraiment ça m'a choqué. Ouais. Donc je me suis dit que c'était quand même quelqu'un qui devait avoir des soucis psychologiques, mais bon bref, c'est les aléas de la vie et il faut faire avec, quoi. Puis quoi qu'il en soit, c'était pas quelqu'un qu'on avait choisi et en fait on est soulagé qu'elle soit partie. Mais alors du coup on est entré dans l'appartement pour voir un peu l'étendue des dégâts. Parce qu'elle a pas fait d'état des lieux, je précise. Non, elle a laissé la clé dans la boîte aux lettres. Elle a pas rendu toutes les clés, enfin bon classique. Et elle s'est barrée avec tous les meubles du coup. Et elle nous l'a laissé dans un état. Je suis même pas étonnée qu'elle avait des cafards. Oui. J'ai retrouvé de la bouffe dans la douche, donc pour vous dire, ça c'est des choses un peu compliquées de l'immobilier. Mais choisissez des gens propres, donc choisissez des gens solvables, ça c'est première règle, et en deuxième règle, choisissez des gens propres. Et d'ailleurs c'est un des conseils du coup que je voulais donner, c'est que du coup faut vraiment prendre, la garantie Visal, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien pour le coup, parce que là c'est un des derniers apparts où on n'avait pas de garant. Et la Visal vous permet de prendre en charge ce genre. Là vraiment, je pense que si on avait fait intervenir une entreprise, on en avait pour 2 ou 3 000 euros. Et oui, enfin 2 ou 3 000 euros, c'est pas que le nettoyage, hein, c'était reprendre toutes les bricoles qu'elle avait fait. On a fait de la peinture. Oui, il fallait nettoyer les murs, il fallait repeindre quelques endroits. Il y a une porte qui nous est restée dans les mains, s'il vous plaît, vraiment. Enfin bon, bref. Et du coup, vraiment prenez... La Visal, c'est vraiment quelque chose de bien, je pense, parce que du coup, c'est une des dernières fois où on se fait chier comme ça, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment 2 jours de travail difficiles où j'ai dû... on a dû aller chercher tout plein de choses pour remeubler, ça fait des frais. Puis surtout du temps, parce qu'en vrai, en frais, on s'en sort à quoi ? On va s'en sortir pour 700-800 euros entre les quelques meubles à remplacer, les frais de peinture, le ménage, les produits, les trucs comme ça. Ça fait des grosses journées de travail. Ouais, c'est ça. Et puis surtout qu'en fait, on n'a absolument pas le temps de gérer ce genre de trucs, quoi. Du coup, on est là à s'organiser, on fait une demi-journée un vendredi plus un samedi entier. Et ça me permet du coup de faire un peu la transition vers l'épisode du jour. Même si je voulais pas faire
des questions-réponses avant? Si, on va faire les questions-réponses, mais juste pour rebondir sur toute cette anecdote avec la locataire. Effectivement, elle n'avait pas de garant parce que, comme on vous l'a dit, c'est une locataire qu'on a récupérée de l'ancien propriétaire. En fait, c'était au moment où on était en train de faire les visites de l'immeuble, il y avait l'ancienne locataire qui partait. À l'époque, le propriétaire l'avait remise elle. Au début, ça se passait à peu près bien. Elle a quand même payé correctement son loyer pendant 2 ans. Les problèmes de propreté sont arrivés au bout d'1 an et on va dire que c'est dans les 6-8 derniers mois où ça a vraiment devenu compliqué. Et pourquoi il faut absolument un garant ou une garantie visale? C'est que en vrai, il n'y a jamais de très gros dégâts. C'est super rare de tomber sur le locataire qui vous bousille l'appart. Il y en a pour 10 000 euros. Ça arrive une fois sur 100 000. Mais par contre, nous est arrivé vous pouvez, oui, avec le cas du mort, mais bon, c'était encore une autre histoire. Mais là, dans ce cas-là, on va dire que en termes de temps passé, de frais, vous êtes pour 2-3 000 euros. Vous le divisez par 3 si vous le faites vous-même. Mais l'avantage, voilà, d'avoir une garantie visale ou d'avoir un garant, c'est qu'au moins, c'est pas vous qui allez devoir mettre la main à la pâte pour ce genre de truc. Vous allez faire venir une entreprise. Bon, ça sera toujours un peu chiant à gérer, mais c'est le garant qui va payer et qui se retournera après contre le locataire indélicat, quoi. Et notamment dans le cas de la visale, si vous faites un logement meublé, vous prenez toujours 2 mois de garantie. La loi vous autorise à prendre 2 mois, donc prenez 2 mois. Et la visale pourra vous couvrir 2 mois complémentaires. Donc dans notre cas, ça nous aurait fait quasiment 2 000 euros de sécurité si on avait eu la visale plus 2 mois de dépôt de garantie, ce qu'on n'avait pas dans ce cas parce que même si c'était un bail meublé, l'ancien propriétaire n'avait pris qu'1 mois. Donc voilà, c'est plein de petites choses qu'on a subies parce que ça fait aussi partie des années de l'investissement. On avait pris un risque sur cet immeuble en achetant avec déjà des locataires dedans. Ça fait partie des risques. On pense que maintenant, en tout cas, on va être très vigilant et probablement qu'on fera plus d'opérations comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça nous avait aidé à encaisser des loyers tout de suite, en tout cas dès qu'on avait été propriétaire. Oui, et puis le bien reste quand même rentable. Je crois qu'on fait 500 000 de cash flow sur celui-là. Oui, c'est simple, on est à 12%. Incluse, aujourd'hui, on est à 12%. On était un peu moins à l'époque parce que les loyers ont augmenté. C'est un des avantages aussi de cet immeuble, c'est qu'il était loué pas cher, les loyers étaient pas très chers. Donc, au fur et à mesure qu'ils s'en vont, on se débarrasse des locataires indélicats et en même temps, on augmente les loyers. Donc, franchement, c'est bénéf pour nous. Mais c'est vrai que ça a pris plus de temps que je pensais parce qu'à l'époque, je me suis dit, ils vont partir au bout de 6 mois. Et au final, 3 ans après, on est encore là, quoi. Voilà, on est à 2 sur 3. Il nous en reste qu'un, mais c'est le moins pire, ouais. C'est le moins pire. Et puis bon, ça devrait pas prendre trop de temps. Oui, c'est une question de moi, je pense. Et du coup, les personnes à qui on reloue, là, ça se passe bien. Donc au final, voilà, on est content, on est soulagé, même si là, on vient de passer un week-end un peu difficile. C'est ça. C'est pour ça que vous avez dû le sentir. Il y a de la tension dans nos voix là, parce que tout le week-end, on s'est dit, c'est pas possible d'être aussi sale et de laisser un appart comme ça. Ouais. Mais bon, bref, on l'a choisi. On a choisi de faire l'investissement immobilier. Il y a des bons moments quand vous allez chez le notaire, que vous allez voir la banque, que vous dévoilez. Tous les mois, quand tu vois tes sous tomber. Oui, quand tu vois tous les sous tomber. Mais bon, il y a toujours ce petit moment quand tu vas chez le notaire et que le notaire te dit, mais comment vous faites pour trouver des biens rentables, etc. Et que derrière, il y a aussi les mauvais moments comme ce week-end qu'on a passé, mais bon, faut rendre en vrai, c'est pas le pire jour de notre vie non plus, quoi. C'est juste un mauvais moment. C'est un peu chiant. On remercie ma sœur qui nous a beaucoup aidé. On a engagé ta petite sœur et si jamais elle écoute ce podcast, dédicace à elle, c'est vraiment, elle a fait un travail remarquable et voilà, quoi. Bon, on va enchaîner tout de suite avec les questions sur l'épisode précédent parce qu'on avait fait un gros épisode sur le financement, de vraiment voir concrètement pas à pas comment on menait un financement, une négociation avec la banque et on a eu quelques retours avec des questions, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez nos WhatsApp, envoyez-nous des WhatsApp ou envoyez-nous des DM sur le compte Instagram. On garde toujours les questions et on y répond en général directement quand vous nous la posez et en plus comme ça on la garde et on se dit que ça nous fera une question pour l'épisode d'après qu'on pourra vous présenter. Donc là on avait eu différentes questions, je te laisse les poser. Oui, alors on nous a posé comme question, est-ce qu'une SCI peut avoir plusieurs comptes bancaires ? Alors oui, il n'y a aucune règle là-dessus. Vous pouvez avoir autant de comptes bancaires que pour une personne physique. Si vous voulez avoir 10 comptes sur une SCI, vous pouvez. La seule petite différence, et ça c'est important de le préciser, c'est que pour un particulier, une banque n'a pas moyen de savoir dans combien de banques vous avez un compte, alors que pour une SCI, si. Parce que sur le site de la Banque de France, le nombre de comptes des sociétés sont répertoriés. Voilà, c'est la seule différence. Mais en soi, à partir du moment où vous faites carte sur table avec la banque et vous dites, bon, mais voilà, ma SCI, elle a fait par exemple des crédits dans 2 banques, donc elle a 2 comptes bancaires, il n'y a aucun souci. Ok. Nous, la stratégie qu'on a choisie là-dessus, du coup, c'est de faire... une SCI par banque. Voilà, ça au moins c'est réglé. On vous avait déjà expliqué l'avantage quand on avait fait l'épisode SCI LIS, oui. SCI LIR, c'est un des avantages qu'on avait expliqué et je pense que c'est important de le rappeler ici, c'est que quand vous allez faire un dossier de financement devant une banque,
avec une SCI, la banque va surtout étudier le dossier de la SCI, votre dossier personnel, et si vous avez d'autres SCI dans d'autres banques, elle va rapidement regarder les dossiers, elle va voir si ça s'autofinance. Si ça s'autofinance, elle en tiendra pas compte dans son dossier. Et en réalité, c'est un peu comme si vous aviez de la dette qui n'était pas prise en compte, donc ça vient assainir votre situation et ça facilite grandement l'acceptation de vos dossiers. Voilà, c'est un petit cheat code. Empilez une SCI par banque et faites le maximum de dossiers sur cette SCI-là dans une banque, et puis quand vous devez changer de banque, vous faites une nouvelle SCI. Voilà, c'est une stratégie qu'on applique et qui jusqu'ici a payé, vu que maintenant on a 3 SCI dans 3 banques différentes et que ça se passe très bien. Oui. La question aussi qui est par rapport au SCI, c'est si par exemple on est propriétaire de parts de SCI et qu'on décède, est-ce que c'est transmis automatiquement aux enfants ? Oui, c'est transmis automatiquement aux enfants. Ça, y a pas de, même si c'est pas prévu par les statuts ou pas prévu par un testament, de base dans la loi, quand il y a une succession, vous récupérez tous les biens du défunt, donc y compris les immeubles, les meubles et même les biens immatériels comme les parts de SCI, ce genre de choses. Vous en devenez propriétaire. Il peut y avoir des aléas si par exemple il y avait des clauses d'agrément dans une société, dans une SCI, c'est ultra rare, mais par exemple dans une société civile professionnelle, on rentre pas dans les détails, hein, c'est très technique et juridique, on sort un peu du cadre de l'investissement pur, mais voilà, retenez que quoi qu'il arrive, vos héritiers auront les parts de la SCI, deviendront associés, et s'il y a une clause d'agrément, au pire des cas, ils auront la valeur des parts de la SCI. On a une question sur qu'est-ce qu'est l'indivision. Alors l'indivision, c'est la situation de droit quand vous achetez un bien avec quelqu'un et que vous n'avez pas créé une SCI pour l'acquérir avec lui. Donc. Oui, en nom propre, tout à fait. Et ça s'applique aussi bien, par exemple, vous achetez une voiture avec votre frère, vous êtes en indivision sur la voiture. Voilà, c'est un régime qui ne s'applique pas qu'à l'immobilier. En revanche, c'est vrai que pour l'immobilier, il y a des règles qui sont un peu particulières, notamment la règle la plus importante en indivision, c'est que c'est réputé être un régime transitoire en droit français, c'est-à-dire que nul n'est censé demeurer dans une indivision, donc n'importe quel indivisaire peut à tout moment mettre fin à l'indivision en demandant la vente du bien. Donc c'est pour ça que tous vos conseils, et que vous entendez partout que l'indivision faut éviter, c'est parce que c'est un régime qui est pas fait pour durer dans le temps, et notamment dans une indivision, vous ne pouvez pas prévoir de règles pour savoir comment vous allez gérer les biens que vous avez achetés ensemble, comme vous le feriez par exemple dans le cas d'une SCI ou d'une société de manière générale. C'est pour ça que vraiment l'indivision, c'est à éviter. La seule indivision qui peut se faire, c'est en général avec votre femme ou votre mari sur votre résidence principale, ou si vous avez peut-être 1 ou 2 investissements immobiliers en nom propre. Voilà, quand c'est dans le ménage, c'est possible parce que ça va pas poser trop de problèmes. Mais dès que vous avez un associé, que ce soit un membre de votre famille, un ami ou juste une relation business, évitez toujours. Sur la domiciliation du loyer. C'était une question sur est-ce qu'on doit domicilier, ça c'était la dernière question qui nous a été posée. Est-ce qu'on doit domicilier les loyers de la SCI qui a fait un prêt dans la banque qui a fait le dit prêt? C'était ça en fait la question. Et non, il n'y a pas d'obligation de domiciliation des loyers. Par contre, jouez le jeu. Si vous faites un compte dans une banque et que vous faites un crédit dans une SCI, mettez les loyers dans cette banque-là. Si vous les mettez dans une autre banque, légalement votre banquier peut rien faire, mais il va mal le prendre et vous pourrez pas retourner lui demander un autre prêt, ça c'est sûr. Donc voilà, on a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Donc merci pour vos questions et on va tout de suite enchaîner avec le sujet du jour. Donc le salariat, on ne sait pas actuellement encore quel titre on va lui mettre, mais... On n'a pas encore le titre de l'épisode. Je pense que c'est bien d'en parler quand même du salariat, parce que nous ça rythme déjà un petit peu notre vie en ce moment. Et je pense que c'est un sujet ultra important, surtout dans le Boomer Dream. Oui, c'est vrai que c'est super important parce que quand on a tendance à parler un peu de la rat race, du boomer dream, on parle du salariat parce que c'est un peu la caricature, quoi. C'est-à-dire métro, boulot, dodo, on travaille pour un patron, on est payé un salaire qu'on trouve pas assez important, on peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie parce qu'on n'est pas assez payé, et en plus on laisse la majorité de son temps à quelqu'un d'autre qui va s'enrichir sur notre dos. C'est un peu la vision très caricaturale du salariat, et on s'est dit que c'était important d'en parler, surtout qu'on est tous les deux salariés et qu'on va pouvoir un peu discuter de ce sujet. Plus pour longtemps, mais... C'est vrai, plus pour longtemps. Du coup, premier point, tu penses que être salarié en France, c'est être protégé ou pas ? Alors oui, par rapport à d'autres pays, il y a quand même des gros avantages à être salarié en France.
même si parfois on peut être perdant sur certains points. Je me suis un peu renseigné en droit comparé, tout ce qui était droit du travail par rapport à d'autres pays, et il y a certains points pour lesquels c'est plus avantageux d'être salarié dans d'autres pays qu'en France. Je sais pas si ça vaudra le coup qu'on en discute, mais voilà, c'est un peu pour déjà casser un peu le truc. On va dire que c'est parfait d'être salarié en France par rapport à tous les autres pays. Non, il peut y avoir des situations qui sont mieux sur certains cas, mais c'est surtout que effectivement l'avantage que vous avez en France, c'est que déjà si vous êtes un salarié qui ne travaillez pas ou qui fait du mauvais travail, ben c'est très difficile de vous virer. Ça par contre c'est une réalité, même quand on est salarié on s'en rend compte. Donc ça déjà c'est un certain avantage parce que finalement vous avez ce qu'on appelle le droit du travail, c'est un peu un droit au travail, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez, ben c'est compliqué de vous en retirer, ou alors on va devoir vous proposer une rupture conventionnelle ou un licenciement. Si c'est un licenciement, il faudra le justifier, quoi qu'il arrive vous prendrez un chèque et puis derrière vous aurez droit au chômage. Donc c'est quand même une situation qui est relativement confortable, mais il faut pas oublier que le souci c'est que comme on peut pas virer les gens de manière facile, je pense qu'en France dans le domaine du salariat, il y a beaucoup de situations qui vont se développer où en fait on les pousse à partir, non ? C'est ça, la boîte va rendre la vie du salarié impossible en espérant qu'il parte de lui-même, et au final est-ce que c'est vraiment mieux que de simplement dire bon ben voilà, t'es pas assez bon, tu travailles plus ici et demain tu t'en vas, quoi. Après je pense qu'il faut faire aussi attention par rapport tu sais, aux catégories d'emploi que t'as, tu vois. Que ce soit, je pense que c'est très avantageux quand t'as un emploi technique, tu sais, qui demande, enfin il y a rien de rabaissant dans ce que je dis, mais tu sais, par exemple les emplois à faible valeur ajoutée, plutôt que quand tu commences à monter en cadre, où là je trouve que vraiment ça n'a aucun avantage d'être salarié en étant cadre. Ah, ça dépend. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Au contraire, je pense que vraiment les situations sont assez différentes, parce que tu peux faire un emploi technique et avoir un savoir-faire que tu pourras mettre à ton compte et que tu feras mieux à ton compte. Tu vois, par exemple, un plombier, il a un certain savoir-faire, soit il peut être salarié, soit il peut être à son compte, et il peut avoir des avantages et inconvénients dans les deux domaines. Et pour par exemple, si tu le mets en opposition avec par exemple une profession intellectuelle supérieure avec un grand cadre d'une boîte, honnêtement, ils peuvent avoir dans certains cas des avantages qui font qu'ils ne les auraient jamais à leur compte. Enfin, moi, je vois dans ma boîte, les cadres de direction, ils ont des rémunérations et des avantages sociaux. Je vois pas très bien ce qu'ils pourraient faire comme taf pour les avoir, quoi. Ouais, mais alors à ce moment-là, quand ils sont cadres de dire, tu vois, le boomer dream, ils le vivent, enfin, ils le connaissent pas. Tu vois, ils sont carrément au-dessus. Ah, ça dépend, hein. Ils peuvent partir du jour au lendemain. Et bon, c'est un peu trop. Je pourrais pas l'expliquer ici dans ce podcast, mais moi j'ai un exemple justement de quelqu'un qui est parti très très vite, alors que pourtant il était très très bien placé dans la boîte. Mais donc c'est comme politique, quoi. Ça, c'est... Peut-être, mais ça veut bien dire qu'il est salarié, que du jour au lendemain... on le fait dégager, quoi. Exactement. Donc c'est pas sa boîte. Il reste un salarié, même s'il a les avantages sociaux d'un plus ou moins d'un patron. On a déjà fait un épisode sur l'éducation, que je vous invite à écouter d'ailleurs. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que l'école, elle nous conduit automatiquement vers le salariat ? Oui, parce que c'est en soi les instituteurs, donc les gens ou les professeurs, les gens qui vont former les enfants, qui vont faire les enseignements pendant des années. Eux, ils sont déjà dans le salariat. Alors, ils sont pas dans le salariat privé, ils sont dans le salariat public, mais ce qui revient quasiment au même. C'est-à-dire qu'ils ont un employeur qui est l'État, ils ont une rémunération tous les mois qui ne trouve pas assez importante et ils ont l'impression d'être pas assez payés. Et en fait, ils sont totalement dépendants de aller travailler tous les jours, de se lever pour faire la même chose, etc. Donc, en fait, naturellement, forcément, ces gens-là, c'est pas eux qui vont vous encourager à devenir chef d'entreprise. C'est pas qu'ils veulent forcément vous maintenir dans la même chose que eux ils sont, mais en fait ils ne connaissent pas ce monde-là. Enfin, ça peut-être il y a une exception de quelqu'un qui aurait été chef d'entreprise qui est devenu instituteur, mais en général ça va plutôt être l'inverse. On était instituteur puis on devient chef d'entreprise, et les chefs d'entreprise ne viennent pas enseigner à l'école, donc forcément il y a plutôt un biais où on va amener effectivement l'enfant à plutôt voir le travail comme un jour il bossera pour un employeur, mais c'est pas non plus en inadéquation avec la société. La majorité des gens aujourd'hui sont salariés. J'ai plus le chiffre de tête, mais je pense qu'il y a 30 millions de salariés en France, un truc comme ça. Quasiment une personne sur deux en France est salariée, et les autres vont être à leur compte. Alors bon, je parlais du chef d'entreprise, faut pas toujours voir le mec avec la boîte de 200 salariés, etc., qui roule en Lamborghini, mais on peut juste être chef d'entreprise quand par exemple on est un coiffeur à son compte, un plombier à son compte, on est un chef d'entreprise en tout cas d'un point de vue légal, au moins à son échelle, quoi. Donc c'est vrai que ça peut aussi être un exemple, mais
En général, ça demande quand même une certaine expérience et c'est rare, par exemple, un étudiant de 18 ans qui va pouvoir se dire bon, mais vas-y, je me lance à mon compte à 18 ans. Ça existe, mais c'est quand même plutôt rare et on va en général commencer sa vie plutôt salarié et si on sent que c'est pas ce à quoi on espère, on va se diriger vers autre chose après. Je disais, du coup, c'est dur de passer à son compte quand, par exemple, tu as fait des études pour un métier qui est particulièrement fait pour le salariat ou qui s'exerce en tant que salarié. Donc, C'est vrai, mais il y a pas beaucoup de métiers que tu peux exercer que en étant salarié. Sauf peut-être non mais enfin j'ai même pas d'exemple là qui me vient à part bon c'est sûr que si tu veux être astronaute tu peux pas être astronaute à ton compte, tu seras forcément salarié d'une agence spatiale internationale quoi, mais dans la plupart des jobs, regarde même moi mon métier de banquier, j'ai pas spécialement fait des études pour devenir banquier, mais même si tu suis les diplômes qui sont associés au métier de la banque etc, ben un jour tu peux choisir par exemple de faire de la gestion de patrimoine à ton compte directement ou devenir conseiller ou courtier en prêt immobilier, tu as quand même toujours des métiers que tu peux faire à ton compte, même toi dans la comptabilité. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué si t'as pas le diplôme d'expert comptable de pouvoir te mettre à ton compte, mais tu peux quand même faire des métiers annexes comme du closing, comme de l'assistante administrative déléguée ou en tout cas en prestataire de service. Tu vois, t'as toujours des idées où tu peux rejoindre plus ou moins ce que tu faisais avant et le faire à ton compte. Je pense qu'il n'y a pas de métier vraiment prédestiné pour ça, sauf certains emplois vraiment très techniques ou par exemple on pourrait prendre le cas d'ouvriers dans l'industrie qui ont un savoir-faire qui est très spécifique et qu'ils ne pourraient pas faire à leur compte parce que en fait ils sont obligés de le faire dans une entreprise, dans une usine où tu as X machines qui vont permettre qu'ils puissent travailler. Mais même par exemple dans le cas d'un ingénieur, tu peux avoir un ingénieur qui travaille pour une boîte parce que c'est un truc, par exemple celui qui dessine des voitures, bah oui, lui il va être salarié d'un constructeur automobile, mais peut-être qu'avec ses compétences en dessin, au bout d'un moment il pourra monter sa boîte dans un truc qui aura peut-être rien à voir avec les voitures. Donc je pense toujours que même si effectivement comme tu dis on est souvent formé pour des métiers à devenir salarié à la fin, on peut quand même trouver des alternatives. Okay. Parlons du salaire, parce que tout à l'heure tu fais que sous-entendre que personne n'est content de son salaire. Tu trouves qu'on est mal payé en France ? Je trouve qu'on est très mal payé en France. Mais encore une fois, c'est un gros problème qui là est vraiment au niveau macroéconomique, de savoir pourquoi on est aussi mal payé alors que le coût du travail est aussi cher en France. Oui, parce que sachez que pour les patrons, enfin les entreprises qui vous embauchent, ça coûte excessivement cher. Vraiment, la masse salariale, c'est un poste à chaque fois vraiment qu'il faut maîtriser et faire excessivement attention parce que ça peut plomber un résultat. Vraiment, faut vraiment faire gaffe. Oui, et en fait c'est un souci, c'est-à-dire que le coût du travail est cher en France, donc en théorie, c'est-à-dire que le salarié doit avoir beaucoup de retours, mais il y a une telle partie qui va partir en cotisation de tout et n'importe quoi que grosso modo, il y a un peu plus d'1 € sur 2 que l'employeur dépense pour vous, qui en fait va directement à l'État ou dans des organismes plus ou moins gérés par lui, parce qu'on cotise pour la santé, pour la retraite, pour la prévoyance, pour le chômage. Donc certes on a les avantages du système social qui va en face, mais ça fait qu'à la fin du mois on se retrouve avec un salaire et qu'aujourd'hui par exemple quelqu'un qui est au SMIC, vraiment son salaire est beaucoup trop bas. C'est très compliqué aujourd'hui de vivre une vie normale en France avec le niveau du SMIC, et il faut bien voir que dans la plupart des pays développés, le SMIC en Suisse c'est 3500 balles, aux États-Unis pareil, au Canada pareil, dans la plupart des pays développés un SMIC c'est l'équivalent de 3000 €, 3000 $ à peu près, et c'est pas 1300 quoi. Et c'est 1300 parce que sur 1300 qui va revenir dans la poche du salarié, il y a 1300 autres euros qui vont partir dans tout un tas de cotisations, et particulièrement sur les cotisations retraite notamment. Et c'est vrai que pour notre génération, ça pose une grosse question de on envoie en fait des balles dans un trou et en fait le trou il est sans fond quoi. Donc c'est parce qu'actuellement du coup il y a un système de redistribution en France qui est là depuis très longtemps quand même. Hein. C'est en place depuis un moment. Après l'après-guerre je crois, non ? C'est ça, il a été mis en place juste après la Seconde Guerre mondiale. Après, on va pas le détailler aujourd'hui parce que je pense que juste pour dire, ça ferait un épisode entier d'en parler. Non, mais juste pour dire qu'en fait, le problème c'est que la longévité des gens s'allonge et quand. Mais je pense qu'il est pas là le souci. Ah, si. Mais non, mais parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, dans tous les pays développés, ils auraient des mauvais salaires parce que les vieux ils vivent. Non, mais nous c'est pas ça. C'est que sur nos salaires sont pris les retraites pour payer celles des retraités actuels. C'est ça le problème. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais je veux dire, si c'était que ça le problème, t'aurais d'autres pays développés qui auraient des mauvais salaires. T'as ça certes
mais t'as l'ensemble du système en lui-même, parce que sur les cotisations sociales, t'as pas non plus que les retraites. Tu vas avoir les allocations diverses et variées au titre de la caisse des allocations familiales. Tu vas avoir le chômage. Après, le chômage, c'est toujours pareil. En France, on a toujours tendance à critiquer ceux qui en profitent. Le problème, c'est que on te prélève énormément sur ton salaire pour payer une caisse d'allocation chômage. En fait, à un moment donné, c'est normal de s'en servir. C'est simplement récupérer ce qu'à un moment t'as donné au système. Donc, si on veut que les gens, par exemple, qui profitent du chômage en travaillant un an puis en se remettant un an au chômage, ils arrêtent de le faire, faut pas durcir les règles pour le chômage. Faut revoir le chômage à la baisse et en même temps donner une contrepartie aux gens, de diminuer les niveaux de cotisation et d'augmenter les salaires pour les inciter à travailler. Mais ça, c'est un truc plus large et effectivement, je pense que c'est un gros problème pour revenir à ta question initiale et recentrer un peu le sujet. Je pense que le niveau du salaire est vachement bon en France. Du coup, tu trouves qu'on se récupère pas sur, par exemple, tout ce qu'on cotise? C'est-à-dire que si, par exemple, admettons, là, on a à peu près, 33%, je crois, entre le brut et le net sur notre bulletin de salaire, grosso modo. Bon, plus que ça, hein. En comptant les cotisations salariales patronales, plus que ça. Donc, quand tu pars ton brut, tu retires 33%, c'est plus ou moins ton net. Hein. Non, tu retires précisément. Après, ça dépend à combien tu es payé. Juste salarial, tu retires un quart. Tu retires 25%. Pour les cadres, c'est un peu plus. Admettons. Mais pour les salariés non cadres, c'est 25%. Admettons. Le problème, c'est que l'employeur, à côté, il paye 40%. Oui, donc 40 plus 25, on a 65. Après, bon, c'est des questions de pourcentage. On peut toujours le revoir voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein, mais grosso modo, c'est 1 euro sur 2. Et bon, du coup, pour continuer, tu trouves qu'on se récupère pas sur tout ce qu'on cotise, du coup? C'est-à-dire, encore si on cotisait et qu'on est sûr d'avoir des bêtes de retraite avec le même niveau de salaire, ou que quand on est malade ou enceinte, ou tu vois, ça... Mais non, on se récupère pas, et en plus parce qu'on finance finalement sur notre travail des déficits qui ont été faits sur les générations précédentes. Par exemple, juste la CSG sur notre... je sais pas si vous êtes déjà amusé à étudier votre bulletin de salaire, il y a plein de lignes, et la ligne de la CSG, c'est la plus anormale, c'est-à-dire qu'en fait, on vous prend précisément le taux, je crois que c'est 6,9. On prend 6,9% de votre salaire qui n'est pas déductible de votre impôt sur le revenu. C'est-à-dire que sur ces 6,9, vous allez repayer peut-être 11 ou 30% d'impôt sur le revenu en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Et ces 6,9, ils vont pas pour vous donner un quelconque avantage sociaux, que ce soit la retraite, la maladie, etc. Ils viennent couvrir les déficits justement du système qui a été mis en place parce que justement il n'était pas à l'équilibre pour les générations précédentes sur toute la partie assurance maladie et prévoyance. Donc t'as envie de te dire non mais attends, j'ai pas commencé à travailler et en plus on va déjà me ponctionner une partie de ma rémunération pour payer quelque chose dont j'ai pas profité et en plus qui était là bien avant que je me mette à peut-être que je naisse et en plus que je commence à travailler. Du coup, toujours pour les niveaux de salaire pas assez hauts, est-ce que ça t'a choqué quand t'es sortie d'études? Et c'est un peu plus flagrant chez moi que chez toi, du coup, parce que toi, t'es rentré directement dans une grosse boîte. Oui. Mais les niveaux de salaire, d'une manière générale, quand on sort d'études, par exemple un bac plus 5 ou bac plus 3, et du coup, les salaires qu'on a qui sont... Alors moi j'ai pas été choqué dans mon cas parce que j'ai eu un peu de chance sur 2 niveaux, donc pour rapidement expliquer, moi j'ai fait un diplôme où normalement j'aurais plutôt été dirigé vers la profession d'avocat ou de juriste d'affaires. Moi j'ai pas choisi de faire ça, j'ai choisi de partir en banque. Je suis pas parti. J'ai décidé de quitter le boomer dream. Pas faire avocat. Non, j'ai plutôt embrassé à plein nez dans la carrière bancaire, mais c'est certain que j'ai pas été faire le boomer dream des avocats. Et j'avais déjà un petit peu entendu les rémunérations qui se pratiquaient dans le domaine du droit, qui étaient un peu similaires aux tiennes. Après, bon, il y a une question forcément de hiérarchie des diplômes. J'avais la chance de faire un diplôme qui était plus mis en avant que les autres, donc qui aurait fait que j'aurais eu une paye supérieure. Mais c'est vrai que j'avais trouvé que c'était pas forcément incroyable, et qu'en allant justement dans un groupe bancaire, en termes de temps passé, parce que tu as beaucoup de congés et que tu travailles aux 35 heures dans les banques, je m'étais dit que tu récupérais beaucoup plus en termes de taux horaire qu'en allant dans les métiers du droit de manière générale. Mais c'est vrai que pour comparer à tous mes amis à bac plus 5, le niveau de leur rémunération, je trouve qu'il est vraiment pas assez élevé pour les bac plus 5. Ça s'explique comment ça ?
Déjà, Trop de diplômés, peut-être, je sais pas. déjà trop de diplômés, je pense qu'il y a trop de bac plus 5. Je pense que, en fait, on a le gros souci, mais après, c'est toujours pareil, on est obligé de refaire du macro pour voir un peu d'où on en est, c'est qu'on n'a pas assez d'industrie, il n'y a pas assez de gens qui ont des métiers à forte valeur ajoutée dans l'industrie. Il y a trop de gens qui se retrouvent à être formés sur des diplômes à valeur bac plus 5 pour travailler dans des domaines où on n'a pas forcément besoin d'autant de gens, et forcément, ça va tirer le niveau des diplômes vers le bas. Plus on avait en France de manière structurelle un chômage des jeunes, même si là pour le coup il a un peu baissé les dernières années. Il y avait quand même un chômage des jeunes qui avaient du mal à trouver du travail à la sortie du diplôme, principalement parce que comme on a du mal à virer les salariés, les patrons se disaient je vais pas prendre un jeune sans expérience, on sait pas ce qu'il vaut, je préfère prendre quelqu'un de plus âgé. Oui. Alors que dans d'autres pays on peut dire bah, vas-y je te donne ta chance, de toute façon si tu bosses pas bien dans 3 mois t'es plus là, tu vois. C'est con, mais ça a tendance à fluidifier un peu le marché, à permettre aux gens à trouver plus facilement des postes et plus facilement aller dans d'autres branches. Et tout ça combiné fait que il y a une déflation sur les rémunérations des bac plus 5. Tu vois, la dernière fois on parlait d'inflation, déflation, il y a une déflation sur le niveau des rémunérations. Et en plus, on est dans une société qui n'a pas connu énormément d'inflation affichée sur les 10 dernières années, et où le niveau des rémunérations de manière globale des salaires a pas beaucoup augmenté, et où en plus on se retrouve un peu avec une génération, la génération d'un peu avant nous qui a 40 ans, qui a commencé à bosser dans les années 2000 plus ou moins, qui dit non mais attends, moi quand j'ai commencé à bosser, j'étais payé 1600 balles et c'était très bien 1600 balles. Ben ouais frérot, quand t'étais payé 1600 balles en 2008, si tu veux, le SMIC était à 900 €, tu vois, donc effectivement oui, t'étais bien, ouais. Tu vivais mieux du coup. Tu vivais mieux, tu vois, en comparaison de ceux qui étaient au SMIC, tu vivais mieux. Mais je t'avoue que quand le SMIC est à 1300 €, si tu me payes 1700, ça veut dire que je suis payé pas très loin du SMIC, tu vois, à 300-400 € près, j'y suis. Donc c'est un peu aussi un problème de génération, de gens qui se sont pas rendus compte que le coût de la vie aujourd'hui n'est pas le même que quand tu étais en 2006 non plus, tu vois, en termes de loyer, en termes de nourriture, en termes d'énergie, c'est quand même des choses qui ont pris énormément d'inflation depuis, et tu peux pas te dire en euros, simplement tu vas être payé 100 € de plus que tes aînés que j'ai recrutés il y a 15 ans, quoi. C'est sûr. Donc t'as tout ça qui vient compliquer un peu les choses. Et toi, ton avis là-dessus ? Bah qu'on n'est pas assez payé, franchement. Oui. Quand je vois les heures passées, alors moi c'est un peu différent du coup, mais quand je trouve qu'en fait le salariat d'une manière générale est mal organisé, en tout cas pour les postes de cadre. C'est assez mal organisé. Je trouve qu'il y a de plus en plus de tâches à faible valeur ajoutée. Et en fait, il n'y a jamais de rétribution du travail en plus. Tu vois. C'est plus, moi, je trouve que c'est plus un problème d'organisation. Je garderai mon salaire, mais je finirai à 17h tous les jours, ça m'irait en vrai. Oui, tu vois, non, mais je il y a un équilibre il y a un équilibre qui est pas maintenable, et j'ai l'impression que chez tout le monde c'est plus ou moins pareil en fait. Oui. Il y a un équilibre qui se fait pas, alors que c'est quand même beaucoup de temps qu'on passe au travail, donc c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi, et je pense qu'il y a un autre point qui s'ajoute à tout ça, c'est un peu, et c'est particulièrement vrai dans un peu notre sphère professionnelle, entre les métiers du droit et les métiers de la comptabilité, c'est que il y a une estimation de la valeur du travail qui est faite par les employeurs, qui est parfois décorrélée un petit peu du marché. C'est-à-dire que la loi du marché, c'est simple, tu as une offre, tu as une demande, et tu dois trouver un prix qui s'attire. Et naturellement, quand un marché est bien fait, il y a toujours un prix qui vient équilibrer l'offre et la demande. Et notamment dans des secteurs d'activité, on peut prendre le tien, la comptabilité. Si à un moment donné, on n'arrive plus à recruter, c'est parce que le prix proposé est pas assez élevé. Tu augmentes le prix tu augmentes les rémunérations, naturellement tu vas recommencer à recruter des gens. Mais il y a un petit peu la génération des experts comptables aujourd'hui, mais bon, c'est des patrons, et ça c'est dans plein de domaines, qui estiment que non, on doit recruter un salarié à tel prix parce qu'on estime que ça vaut tel prix. Le problème, c'est que si tu recrutes personne à ce prix-là, à un moment donné, tu peux plus faire le job, quoi. Ça passe pas, ouais. Il y a un moment, l'équation, elle est pas résolvable, et ça veut dire surtout qu'il faut, à un moment donné, augmenter les prix. Alors oui, je suis d'accord, t'as une question de rentabilité des entreprises, on va pas se mentir, c'est quand même des domaines dans le service où t'as des taux de marge qui sont très importants par rapport à beaucoup d'autres secteurs, et où ils peuvent de un se permettre d'augmenter les rémunérations, et de deux, augmenter eux-mêmes leur prix, si vraiment ils avaient besoin d'augmenter leur rentabilité. Ouais, mais quand t'es salarié, tu t'en rends pas trop compte en fait. Non, quand t'es salarié de quoi ? Qui font des taux de marge, tu le sais pas trop. Tu le sais quand tu vois leur compte bancaire.
Oui, mais voilà, toi, tu les vois, tu vois. Ouais, Moi, je vois que c'est que quand on propose un candidat et qu'on dit le budget, ils sont là, ça va pas être possible, je sais pas comment on va faire, tu vois, alors qu'au final, on peut largement. Ah oui, mais c'est sûr. Mais de toute manière, ça c'est peut-être un biais. C'est pour ça aussi que je suis content d'être allé, quand même avoir une expérience dans la banque. C'est que ça aide quand même à comprendre comment fonctionne l'économie. Et ce qui est sûr, c'est que, moi, en tout cas, des patrons qui gagnent pas leur vie, j'en ai jamais vu. Oui. Ils gagnent tous très bien leur vie. Et après, l'enjeu n'est pas le même non plus. Je pense que tu prends plus de risques à être patron, à avoir des bouches à nourrir, etc., plutôt que d'être juste salarié, tu fais ton taf et c'est Non, tout. mais là, je suis pas en train de te parler de redistribution des richesses. Hein. Je suis simplement en train de te dire que pour bien comprendre que c'est le salarié qui enrichit le patron, faut regarder la rémunération de combien gagne un chef d'entreprise en salaire net ou en salaire dissimulé. C'est-à-dire que le patron, bon, c'est pas non plus l'objet de cet épisode, mais il peut se rémunérer de plein de manières différentes. Et franchement, quand vous êtes le banquier, vous comprenez toutes les manières qu'a se rémunérer le patron. Par exemple, il y avait un de tes anciens patrons à l'époque qui se prenait 10 000 par mois de rémunération de gérance. Bon, ça à la limite ok. Il se prenait en plus des dividendes de 40 000 euros par an. Bon, ça ok. Et en plus, il était propriétaire des murs qu'il louait à prix d'or à sa propre entreprise où il reprenait 15 000 euros par mois à peu près. Ça, Enfin bref, tu cumulais tout à la fin, tu te rendais compte qu'en fait, il prenait 40K par an et que du coup, il se permettait d'acheter des plantes à 5 000 balles, mais par contre, il voulait pas augmenter votre paye de 1 000 euros par an, tu vois. Enfin, à un moment donné, il faut essayer de trouver quand même un équilibre à tout ça, et je pense que c'est pour ça que nous, en tout cas, on n'a pas trouvé notre équilibre dans le salariat et qu'on n'a qu'une envie, c'est de le quitter. Et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens veulent le quitter et ou en tout cas ont un taux de turnover important dans les entreprises. J'allais te poser la question, est-ce que tu penses qu'on peut être épanoui au travail, enfin en tant que salarié? Parce que moi, en fait, je connais personne qui est content de son job, vraiment. Bah, c'est vrai qu'en tout cas dans notre réseau et dans notre cercle, on n'a pas d'exemple. Après, je pense qu'il y a quand même plusieurs cas où ça peut arriver. On peut prendre le mec par exemple qui aime ce qu'il fait, tu vois, il kiffe son job parce qu'il aime bien faire ça. Bon, ça va peut-être durer qu'un temps, mais en tout cas, il est bien dans sa boîte parce qu'il aime bien ce qu'il fait. Tu vois, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est celui qui a un équilibre entre son salaire et son temps passé, des conditions de travail qui sont pas trop mauvaises, une ambiance au travail qui est cool, et il se dit ok, en tout cas moi pour l'instant je suis bien, je me vois pas bouger, ou peut-être que tu vois. Et après t'as aussi par exemple le cas de celui qui se dit ok, moi aujourd'hui peut-être que ce que je fais c'est pas ouf, mais j'ai des perspectives, du coup je patiente un peu parce que les perspectives que je vais avoir après elles seront mieux. Tu vois, c'est différents cas qui font que t'as des gens qui trouvent un équilibre. Un équilibre, en tout cas après parler d'épanouissement au travail, à un moment donné, il y a que les services RSE très sincèrement pour parler de ça, tu vois. J'avoue. Je pense pas qu'on peut être genre épanoui au travail, mais on peut essayer de trouver un truc où on se dit que bah, finalement le job qu'on fait est pas si mal et que la boîte où on est pas si mal non plus. C'est possible, et il y en a dans les boîtes, tu vois, il y en a qui font, t'en as même ils font des carrières entières. Moi je vois dans ma boîte, t'en as plein, on fait des carrières entières. Après, ils sont plus ou moins heureux dans leur vie, tu vois, mais en vrai, je pense que si t'as bossé 40 ans au même endroit, c'est quand même que t'avais trouvé plus ou moins ce que tu recherchais, quoi. En tout cas, je vois pas dans quel scénario tu peux rester 40 ans au même endroit si ça se passait pas bien dès le début, quoi. C'est sûr. Après, t'as aussi une question d'époque. Tu vois, je pense que ce que nous, on connaît aujourd'hui en 2023, en ayant 25, 26, 27 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un qui avait 25, 26, 27 ans en 1997, tu vois. Je pense que t'as un peu ça qui vient faire une différence aussi. T'as l'à côté du fonctionnement global de la société, du prix, du coût de la vie, de l'inflation, de l'immobilier, de tout ça, d'internet aussi, tu vois, parce que t'avais plein de gens aussi avant, ils étaient dans leur job et en fait, à part leurs amis qui peut-être vivaient la même chose dans leur job mais on parlait pas non plus, il y avait pas vraiment de moyen de savoir comment ça se passe ailleurs, du coup tu changeais de boîte moins facilement. Aujourd'hui avec internet, moi à chaque fois que j'ai candidaté pour aller bosser quelque part, j'étais sur Glassdoor et je regardais les avis des anciens salariés et t'apprends beaucoup de choses sur la boîte. Des fois tu savais même quel manager fallait éviter, tu sais, t'étais même pas arrivé à l'entretien d'embauche, tu savais déjà que si t'étais dans l'équipe d'un tel, fallait pas y aller, quoi. Enfin aujourd'hui en vrai avec internet tu peux et c'est con mais ça peut faire des perspectives où tu peux te rendre compte que ça va pas plus rapidement. D'ailleurs, du coup, ça me permet de transitionner. Transiter peut-être, transitionner, je sais pas. Je sais pas, on va le laisser. Par exemple, toi, t'as quand même vachement vite trouvé ton équipe. Ça fait 4 ans et demi que t'es dans ta boîte, un peu moins, en comptant l'alternance. Oui, c'est bien ça, ça fait bien ça. 4 ans et demi, et du coup, toi, t'as fait que ce job-là, enfin que cette boîte-là, ouais. Cette boîte-là. Plusieurs postes, j'ai commencé stagiaire, puis alternant, puis banquier privé. Moi, je suis à mon 4e depuis l'alternance. Après, j'ai un peu plus que toi, j'ai un an de plus. Ouais, en 5 ans, En 5 ans.
Donc je reste en moyenne 2 ans dans mes postes. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour survivre un peu au salariat et justement trouver cet équilibre, sachant que, bon, même si y en a qui, c'est peut-être leur ambition de rester salarié et je trouve ça très bien, mais si par exemple on veut quitter Boomer Dream et qu'on a besoin juste du CDI pour emprunter, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, c'est compliqué parce que ça dépend du cas de figure. Pour celui qui est vraiment pas bien dans sa boîte, qui va tous les matins avec la boule au ventre, franchement, change du taf. Change de taf, fais autre chose. J'ai été pas loin de ça à un moment donné. Franchement, j'en ai été pas loin. Ce qui m'a fait tenir et qui a fait que j'ai pas changé de taf à ce moment-là, c'était que j'ai mis un peu en face les projets que j'avais. Je me suis dit que si je voulais accomplir les projets, c'était le chemin le plus court de rester là où j'étais. Et aujourd'hui, ça va mieux et j'y vais plus le matin que la boule au ventre. Mais pour celui qui a pas spécialement de projet qu'à la boule au ventre, déjà lui, il faut changer de taf. Première chose. Ensuite, pour celui qui est pas bien, qui veut quitter le Boomer Dream, qui veut investir, il faut qu'il dessine son projet et qu'il voit quel est le chemin, soit le plus rapide s'il veut aller vite, soit le moins douloureux si il a pas peur d'y passer un peu plus de temps, mais que par contre il veut pas se la mettre trop difficile non plus. Donc ça, c'est trouver un peu l'équilibre là-dessus. Moi, je pense quand même que globalement, dans sa relation au travail, il faut essayer de trouver l'équilibre entre faire le taf pour que le patron soit content et que ils sont retour sur investissement et qu'on te laisse tranquille dans ton coin, mais que tu ne dédies pas ta vie non plus à ça et t'en fasses pas trop parce qu'en fait le trop il est jamais récompensé. Je pense que c'est quand même un problème général. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis ceux qui font des heures sup sont forcément beaucoup mieux que ceux qui font des heures sup en France, mais en tout cas en France t'as quasiment jamais de retour quand tu fais des heures sup. Des heures sup j'en ai fait un petit peu au début parce que bon voilà il y avait le taf et que c'est un peu dans ma nature aussi, mais j'ai besoin de bien faire le travail. Du coup au début je faisais bien le taf même si je devais y passer un peu plus de temps. Aujourd'hui je fais 0 heures supplémentaires parce que je me suis organisé différemment, que j'ai plus besoin aussi avec l'expérience de travailler plus, que j'ai un peu compris. Ça c'est vachement difficile à comprendre quand tu commences un taf, mais en fait c'est de bien comprendre ce qu'on te demande et c'est un peu comme à l'école. Genre moi quand je me suis rendu compte qu'il fallait pas pour être bon à l'école, c'est en gros être bon à l'école, c'est avoir des bonnes notes. Pour avoir des bonnes notes, faut pas être le meilleur, faut juste donner ce qu'on attend de toi sur la copie. Et en fait, si tu donnes ce qu'on attend de toi sur la copie, on va te mettre la meilleure note, on va dire t'es le meilleur. Non, t'es pas le meilleur, il y a certainement le mec à côté de toi, il en sait plus que toi dans la matière. Mais toi, t'as compris ce qu'on attendait de toi le jour de l'examen, t'as donné ce qu'il fallait, t'as eu la meilleure note. Et dans le boulot, c'est pareil. Ça sert à rien d'être le meilleur, ça sert à rien de tout donner. Faut comprendre ce qu'on te demande et juste donner ce qu'on t'a demandé. Et en fait, en faisant ça, on va te laisser tranquille, au job ça va bien se passer, tes managers vont te mettre des appréciations, tu vas avoir des petites augmentations par exemple moi dans mon cas j'ai eu des petites augmentations parce qu'ils ont été contents de mon taf, tu vois, ça je pense que je l'avais jamais dit dans le podcast, mais également je suis resté en banque parce que juste après mon alternance j'ai eu la chance d'être recruté banquier privé et que bon, vu de l'extérieur des fois on peut avoir l'impression que c'est juste banquier, mais en soi dans le groupe où j'étais, qui est un groupe d'à peu près 100 000 salariés dans le monde, j'étais le plus jeune à ce poste là. Donc bon, c'est pas incroyable non plus par rapport à quelqu'un de mon âge qui aurait créé une boîte, mais ça faisait que j'avais à la fois un petit peu la pression dont on m'a dit bon mais t'es le plus jeune, faut que tu fasses un truc, tu vois, et en même temps c'est vrai que la difficulté qu'on m'avait mis dans un poste où normalement on mettait pas junior, là-dessus. Et j'ai réussi, au début j'ai essayé de faire un peu tout en me disant vas-y il faut tout faire, et en fait j'y arrivais pas parce que il y avait trop de travail, trop de paperasse, trop d'administratif, et après je me suis juste dit ok, qu'est-ce qu'on va regarder? Sur quoi on te note? Qu'est-ce qui est important? Ok, j'ai identifié. Ok, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et tout le reste, je m'en fous. Et les tâches que tu fais pas, du coup? Je fais le minimum du minimum. Bon, en tout cas, des fois, j'ai pas peur de me dire là, t'es juste en train de mettre la poussière sous le tapis, mais je me dis, je m'en fous, personne viendra jamais se soulever ce tapis. Alors oui, en théorie, je devrais pas faire comme ça, mais la réalité, c'est que si je le fais, on va pas me dire c'est bien. On s'en fout. En fait, que je le fasse ou que je le fasse pas, on s'en fout. Faut juste pas dire que je l'ai pas fait. Tu vois, ça aussi, c'est compliqué à dire. C'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir des succès, montrer les succès à ton patron. Et quand t'as des trucs qui marchent pas ou qui s'en fout, en fait, faut même pas en parler. Moi, à l'instar de toi, du coup, j'ai vachement de mal à le comprendre, ça. Parce qu'en comptabilité, du coup, il y a la manière de faire et la manière de pas faire.
Et c'est vrai que des fois, je me rendais pas compte qu'on s'en fichait, que ce soit correctement comptabilisé ou qu'il manque des factures ou que c'est ce qui est pas bien en théorie sur le papier. Mais tant que mon boss il était content, en fait, c'était bon. J'avais pas compris. Du coup, des fois, j'ai passé des heures et des heures à essayer de faire un truc super propre, alors que c'était pas ça qu'on me demandait. C'était trop. Ouais, c'était trop et c'est pas ça qu'on me demandait. On aurait préféré que je rappelle quelqu'un ou je sais pas, des tâches qui moi me paraissent des fois vraiment pas prioritaires. Et ben c'est bizarre, mais aux yeux de ceux qui sont au-dessus, c'est prioritaire alors que aucune valeur ajoutée. Mais tu vois, là-dessus j'ai un exemple. Par exemple, moi dans mon taf, je suis en relation avec de la clientèle, on m'appelle tout le temps. Oui. Et en fait, c'est simple. Moi, on m'a dit, il faut que tu fasses du bon business, que du coup, tu rentres des nouveaux clients, que tu fasses des nouvelles affaires, etc. Et pour le faire, il faut que tu te laisses un temps dans la journée. Enfin, tous les commerciaux savent ça. Il faut se laisser un temps dans la journée pour appeler les prospects ou relancer les clients sur lesquels tu as des propositions. Et en fait, mes managers s'étaient rendus compte que par rapport à tout le boulot qu'on avait à faire, les équipes, en fait, elles faisaient jamais ce boulot d'aller chercher du business. Elles ne faisaient que subir l'activité, c'est-à-dire subir ce qui te tombait dessus tout au long de la journée. Et en fait, moi, typiquement sur le téléphone, je me suis rendu compte que les clients qui m'appellent, qu'en fait, j'ai pas de raison de les avoir au téléphone, en fait, je me suis rendu compte que c'était 9 fois sur 10, c'était pas pour du business, c'était pour de la merde. Du coup, eux, je les prends pas au téléphone. Tu fais quoi du coup? Tu les laisses? Je laisse me laisser un message le plus souvent. Et en général, soit je les rappelle s'il y a besoin, soit je vais leur envoyer un mail pour régler le truc. Et en fait, je gagne beaucoup de temps comme ça. Et en plus, ils viennent pas me déconcentrer pendant que je fais autre chose. Et en plus, ça me fait moins de gens que j'ai au téléphone. Du coup, ça me libère du temps pour appeler ceux que j'ai besoin d'appeler. Et en fait, en faisant ça, j'ai eu des résultats. Et je me suis rendu compte que j'ai pas mal de collègues qui n'arrivaient pas à faire ça. Bon, pour diverses raisons, mais parce que surtout, la première des raisons, c'est qu'ils avaient ce truc de se dire « Ah, le mec m'appelle, faut absolument que je décroche. Alors qu'en fait, moi aujourd'hui, franchement, c'est un truc de fou, hein, mais toute la journée, j'ai des téléphones qui sonnent, je réponds jamais. Et je dis aux gens que je suis en réunion, que je suis en rendez-vous, etc. Mais au moins, ils me polluent pas ce que je suis en train de faire. Oui, ils t'arrêtent pas net dans le travail. Et en plus, je règle plus facilement les problèmes qu'ils ont parce qu'en général ils vont me laisser un message, du coup ça me laisse le temps d'y réfléchir, trouver une solution et de faire autrement, alors que si je veux l'avoir au téléphone on va y passer 15 ans parce qu'il va devoir m'expliquer son truc, je vais pas comprendre, en plus j'aurai la tête ailleurs, machin, on va devoir réfléchir à deux, enfin bon bref ça sera pas efficace, alors que là du coup j'ai le temps de réfléchir, de régler son problème plus rapidement, et c'est surtout que ça me laisse en fait déjà plus de patience pour appeler d'autres gens au téléphone, parce que la vérité, enfin moi en tout cas je peux pas rester 3 heures au téléphone dans la journée, je vais péter les plombs. J'ai je sais pas, là, je fais une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Mais au moins, la demi-heure que je vais faire au téléphone, je vais appeler 4-5 personnes et ça va être productif, ça va être efficace. Et c'est pour faire du business où derrière, le manager va me dire, c'est bien. Alors que celui qui m'appelle pour de la merde, le manager, il s'en fout, il veut même pas le savoir. Donc ça c'est un peu important, et je pense que c'est des trucs où typiquement tu peux faire un peu la diff et rendre ton salariat plus supportable en étant plus productif, c'est-à-dire en faisant ce que voudrait que tu fasses ton manager, mais tu vas pas être plus productif juste pour être plus productif et empiler les chiffres à l'infini. Non, tu vas être plus productif pour te libérer du temps, partir à l'heure et développer autre chose si tu veux faire autre chose. Et quand je dis autre chose, on parle d'investissement ici, mais si votre passion c'est le sport et que vous avez besoin de 2 heures tous les jours après votre taf, au moins vous partirez à l'heure et vous pourrez faire votre sport tranquillement, quoi. Mais Julien vous dit ça parce que sa journée type c'est qu'il commence à 8h30, tu finis à midi et il reprend à 16h et il finit à... T'exagères, je reprends à 15h. Ouais. 15h30, parce qu'il se barre 3 heures au sport entre midi et 2. Donc, c'est ça. Bon, c'est parce que tu es très organisé et au final le travail est fait. Donc... Le travail est fait, c'est ça. Le travail est fait, et puis et en plus ça permet de derrière justement comme tu dis de créer les facteurs possibles pour avoir un équilibre de vie à côté, quoi. Comment tu gères les collègues au travail? Moi je sais que c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Je m'améliore avec le temps, mais je trouve que c'est très difficile de se taper des gens qu'on choisit pas, vraiment, franchement. Je pense que déjà, nous, c'est un peu différent, parce que toi, t'es dans une petite boîte où en général, il y a moins de 10 personnes, donc tu vas avoir 10 fois, les 10 même tout le temps. Alors que moi, je suis dans un très gros groupe, où en fait, c'est simple, je pense que j'ai rencontré 5% des gens qui bossent dans la boîte, enfin, je sais pas, on est 3000, tu vois. Et encore, mais dans ton service, vous êtes quand même une trentaine, quoi. Non, mais forcément, dans mon service, déjà, l'avantage, c'est que dans mon service, on est 30, donc c'est un peu comme
tu sais, c'est un peu comme la classe. Tu rentres dans la classe, il y a la moitié que t'aimes bien, l'autre moitié que t'aimes pas. Ben voilà, c'est un peu pareil. Du coup, tu traînes avec celles que t'aimes bien, ou en tout cas, tu discutes avec eux, et ben ceux que t'aimes pas, tu limites les contacts. Ben moi, c'est un peu pareil. Tu vois, ceux avec qui j'ai pas d'affinité, on s'en tient, c'est des relations parce que strictement tu travailles pas avec professionnelles. eux en lien, du coup. Pour les gens qui travaillent en lien avec des personnes. Ah bah ça c'est un peu compliqué. Après moi je travaille quand même en lien avec beaucoup de gens et bon il y en a que je peux pas blairer, tu vois. Et c'est vrai que eux c'est compliqué. Et c'est vrai que je pense que c'est peut-être un défaut du salariat, c'est que quand tu dois travailler avec quelqu'un avec qui t'aimes pas travailler pour diverses raisons, hein, tu peux juste avoir deux personnalités trop différentes, ou alors juste le mec fait pas son taf et juste t'as besoin qu'il fasse son taf. Parce que sinon toi ça te retombe sur la gueule et qu'en plus des fois la hiérarchie est faite de manière où on peut pas tu peux pas trop venir régler les comptes quoi. Et ça par exemple c'est un truc qui m'énerve dans ma boîte, c'est qu'il y a un peu un côté on fait pas de vagues. Un côté pas de vague bon enfant. Et ça moi des fois ça me gonfle parce que bon franchement je suis là pour avoir des bonnes relations avec les autres et faut que tout le monde s'entende bien. Mais à un moment donné quand tu fais pas ton taf, faut qu'on te le dise. Et ça c'est un truc avec lequel j'ai vraiment de mal parce que combien de fois ça m'arrive de genre taper un mail pour envoyer un tir, tu vois, parce que fuck you. Bref, genre je suis genre patient, je laisse passer une fois, deux fois, mais là genre la troisième fois j'en peux plus, tu vois. Et du coup j'écris un mail et je me dis putain si j'envoie ça, on va encore m'appeler en me disant que j'ai fait le con, tu vois. Et mon prédécesseur, il était même encore plus fou que moi et lui il a carrément pris le téléphone un jour, il a insulté presque, tu vois. Et en fait derrière le manager forcément ça lui est retombé dessus. Le manager l'a monté en l'air. Après en plus quand il a voulu changer de poste, on en a parlé, machin. Enfin vous voyez c'est les cercles vicieux. On s'en est rappelé de la fois où il a piqué c'est ça. Et bon moi en fait le pas de vague ça me casse les couilles parce que c'est le pas de vague en fait c'est jeter la poussière sous le tapis, c'est pas régler des problèmes qui doivent l'être. Et tu vois c'est pour ça que genre justement une des raisons de quitter le salariat, c'est pas uniquement vivre autre chose, c'est aussi pouvoir travailler selon tes propres règles et en n'étant pas obligé de mettre la poussière sous le tapis avec tes collègues parce que t'es dans un système où faut que tout le monde s'entende bien même si les gens sont pas efficaces quoi. Moi, j'ai un peu de mal avec les collègues qui sont un peu plus âgés que moi. En fait, quand il y a une différence de génération, c'est rigolo, mais on travaille pas du tout de la même manière. Et vraiment, les plus âgés, je les trouve franchement limite toxiques. Tu sais, ils te disent t'es parti, t'as pris 2 heures à midi, il est 17h, tu t'en vas. Tu vois, ils sont très à cheval sur le travail et je trouve vraiment que c'est un problème. Comment tu fais pour les tenir à distance, ces gens-là ? Quand on n'est pas quelqu'un de très... quand on est quelqu'un de plutôt sensible et... tu vois, je sais que toi, tu t'en fous d'une manière générale, mais dans la vie, de tous les jours, il est comme ça. Mais pour les gens qui ont un peu plus de mal, tu donnerais quoi comme conseil ? Faut mettre de la distance. Tu leur parles pas ? Leur parler non, mais en fait le problème c'est que on a plein d'exemples, on a peut-être pas le temps d'évoquer des exemples dans tes jobs précédents, mais on en avait parlé. Le souci c'est que c'est des gens qui viennent créer du lien avec toi qui n'a pas forcément lieu d'être au travail, qui par exemple vont te poser des questions personnelles que tu dis peut-être à un ami mais bon à un collègue avec qui tu partages juste un travail et que tu reparleras plus jamais si tu quittes ce travail, ça sert à rien d'échanger ce genre d'informations. Et il y a aussi le truc de moins ils en savent, mieux ils se portent. Tu vois, par exemple, l'organisation que j'ai sur mon travail aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui s'en doutent, mais en tout cas, personne m'en a parlé. Et moi, je sais que je suis irréprochable parce que le travail est fait et que, attention, moi aussi, je suis au forfait. J'ai pas d'horaire de travail, donc quand je m'organise comme je veux et que je me prends plus de temps à midi que ce que je devrais en théorie, c'est légal sur mon contrat de travail. C'est juste qu'effectivement, comme tu dis, ça pourrait être mal vu par mes collègues. Je m'arrange pour qu'ils le savent pas, en fait. C'est tout. Donc, il y en a quasiment des fois, je leur dis ah oui, je suis allé au sport à midi, tu vois. Mais en général, si je dis ça, il sait pas à quelle heure j'y suis allé, il sait pas à quelle heure j'y suis revenu. Et même la plupart, ils pensent que j'y vais le soir, tu vois. Quand on me dit mais tu vas au sport 6 fois par semaine, t'y vas quand ? Je dis le soir après le boulot, alors qu'en fait j'y vais le midi. Parce que s'ils me disaient mais t'y vas le midi, tu fais comment pour aller déjeuner avec les clients ? Je vais pas souvent déjeuner avec les clients parce que j'aime pas trop ça, tu vois. Non, j'aime pas trop ça, donc je vois pas pourquoi je me forcerais. Sauf quand vraiment voilà, il y a pas le choix, c'est un gros client. Le déj avec les clients, c'est vraiment chiant. Ah ouais, moi j'ai du mal. Moi j'ai du mal parce que c'est comme tu dis là, c'est le truc générationnel et si tu veux, moi j'ai des clients, je suis plus jeune que leur enfant. C'est compliqué si tu veux meubler 2 heures genre tu vas manger au resto avec ta grand-mère parce que c'est ta grand-mère et que t'as les liens familiaux, tu vois. Ton client, si le seul truc qui vous rapproche c'est la relation d'affaires que vous avez, c'est un peu compliqué d'aller déjeuner quand vous avez 50 ans d'écart quoi.
Après, bon, voilà, par contre, il y a des clients avec qui tu peux bien t'entendre, tu vas manger avec eux au resto parce que c'est pas des amis, mais bon, ça devient des connaissances, limite des gens que tu garderas le numéro si un jour tu quittes la boîte, ça c'est un peu différent. Mais si c'est vraiment le client ou si c'est manger pour manger, moi perso, je préfère la salle. T'as raison. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Il y avait autre chose que tu voulais ajouter ou pas? Ouais, parce qu'on a parlé beaucoup du salariat et, et tous les gens qui sont pas dans le salariat mais qui sont les travailleurs, hein, les fameux travailleurs indépendants de Robert Kiyosaki, je pense qu'il faut en parler un petit peu. Et je pense qu'il faut qu'ils se méfient vachement du quasi-salariat que tu peux avoir dans beaucoup de professions indépendantes. Je pense aux avocats. Quasi-salariat. Je pense aux kinés, qu'en fait ils vont travailler pour quelqu'un, alors en fait ils vont les rétrocessions d'honoraires. Ah, ok, ouais. C'est comme ça que travaillent peut-être 60% des avocats en France et 60% des kinés en France. Des profs libres, ouais. C'est ça, bon, parce que c'est souvent des profs libres. Mais en fait, ils sont en quasi-salariat parce qu'en fait, ils vont travailler chez un patron. Donc, ils vont travailler dans le cabinet d'avocat, ils vont travailler dans le cabinet de kiné. Ils vont devoir se plier aux règles, donc les horaires, toutes les règles à la con, peu importe, en tout cas que t'es pas chez toi, tu vois. Qu'il faut respecter sur le lieu de travail. Donc en fait, on se rapproche déjà beaucoup d'un salarié, sauf qu'en fait, ils n'ont pas les avantages. Genre les avantages comme justement le chômage, comme justement l'assurance maladie des salariés et le fait que si tu vas pas bosser, t'auras quand même une indemnité, les congés payés, parce qu'en plus la plupart du temps, on leur met, moi c'est toujours ce que j'ai trouvé le plus incroyable et je pense que c'est pour ça que je suis pas allé dans la profession d'avocat. Je me suis dit ok, c'est trop tiré par les cheveux leur bordel. En fait, les avocats, on les paye une rémunération tous les mois. Donc en fait, on les paye sur 12 mois, comme un salarié, en leur comptant 5 semaines de congé. Oui. Et je me dis, mais attends, comment tu peux avoir 5 semaines de congé si genre, tu as des congés payés comme si tu étais salarié, mais t'es pas salarié. Tu vois, il y a un truc qui est pas normal dans l'équation. Et le problème, c'est qu'en plus, eux, le jour où il faut s'en séparer, pour le coup, c'est... Ah oui, c'est juste un contrat de partenariat. Prenez vos affaires, vous pouvez partir, quoi. Le contrat est rompu. Donc en général, dans le contrat, t'as une clause, tu vois. Mais bon, là, si la clause, elle est... vu que t'es un peu dans une position de faiblesse, c'est le patron qui va te la fixer. Et en plus, tu te retrouves dans la même position que le salarié. C'est-à-dire que toi, tu vas donner beaucoup de travail pour enrichir quelqu'un pour qui tu vas bosser, tu vois. Donc par exemple l'avocat par exemple ce que j'aurais dû faire, aller travailler dans un cabinet d'avocat, bosser pour un avocat associé qui lui allait avoir le client, qui lui allait être propriétaire du client, qui allait le rencontrer, qui allait toucher les honoraires, il allait me refiler des clopinettes à la fin alors que c'est moi qui avais fait tout le boulot. Tu vois, c'est un peu et c'est le cas par exemple, c'est le cas aussi d'un kiné, hein. Le kiné va les infirmières, il y en a plein des métiers comme ça. Les infirmières aussi, ouais, très bon exemple aussi. Eux aussi, ils vont parfois récupérer, des fois, c'est pour ça que tu tombes sur des infirmières qui gagnent, j'ai déjà vu comme ça, des infirmières qui gagnent, je sais pas, 12-15 000 euros par mois, parce qu'en fait, elles ont juste une grosse patientèle, et en fait, elles font de la sous-traitance. Ouais. Donc en fait, à la fin, c'est plus vraiment un job d'infirmière, c'est la sous-traitance en permanence. Attention, c'est pas mal, hein, je juge pas de manière morale cette activité. C'est juste que l'infirmière qui se fait sous-traiter la patientèle, en fait, elle est pas vraiment patron, elle est pas propriétaire de son business. En fait, elle travaille pour quelqu'un avec une rétribution partielle sur la valeur ajoutée qu'elle crée et avec aucun des avantages du salariat derrière. Non, parce qu'après, elle doit payer ses charges en plus dessus. Ouais, elle doit payer ses charges. Donc, en plus, et ça, c'est peut-être ce qui est le plus chaud, c'est que parfois, dans la catégorie travailleur indépendant, tu peux te retrouver avec des rémunérations qui vont être proches ou voire inférieures de ce que tu pourrais avoir dans le salariat. Par exemple, c'était un peu mon cas, c'était une des choses qui fait que je suis parti en banque, c'est que j'ai vu combien allait gagner un avocat junior, et des fois il y avait un peu des trucs du style vous allez gagner, vous allez commencer à 50K par an. Alors 50K par an, t'es dans les études, tu divises ça par 12, tu fais waouh. Je suis à 4500 euros par mois. Et puis là, tu comprends qu'en fait, non, c'est pas un 4500 euros brut d'un salarié qui représenterait un 3005 net ou 3008 net à peu près. Non, c'est un 4500 brut d'un travailleur indépendant qui va se faire soulever par l'URSSAF l'année d'après, qui va devoir lâcher quasiment la moitié. Entre l'URSSAF et l'impôt sur le revenu, au final, en fait, il te reste 2000 balles, tu vois. Donc, en fait, t'as fait 7 ans d'études, t'as passé le barreau, tu travailles 70 heures semaine pour 2000 balles. Ah non, franchement, je suis mis en banque, hein, tu gagnes 2 fois ça et tu travailles 2 fois moins, quoi. C'est sûr. Donc c'est pour ça que les travailleurs salariés, méfiez-vous-en et posez-vous la question si le contrat dans lequel vous êtes suffisamment gagnant et si vous ne le seriez pas plus en salarié, parce qu'en plus, si maintenant vous rentrez dans la démarche de vous dire je vais quitter le Boomer Dream, je vais investir, donc investir il faut du temps et de l'effet de levier. Oui. Donc
si vous travaillez 70 heures semaine, vous n'avez pas de temps. Si vous êtes travailleur non salarié, l'effet de levier que vous pouvez générer à la banque est moins important ou plus compliqué que si vous étiez salarié. Parce que vous devez avoir 3 ans d'activité, parce que c'est vrai que les banques, elles vont toujours considérer un petit peu moins un travailleur indépendant qu'un salarié en CDI. Voilà, c'est des questions, vraiment posez-vous la question. Et moi j'ai déjà vu dans des histoires d'investisseurs qui racontaient un peu leur parcours, qui ont repris un taf salarié alors qu'ils étaient travailleurs indépendants parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était la charge mentale est trop, et puis c'était plus aligné avec leur projet. Donc pour conclure, je pense sur le salariat, c'est surtout ça, c'est prenez des activités en adéquation avec vos objectifs et vos projets et faites un peu la part des choses entre ce que vous pouvez supporter, ce que vous attendez et si à un moment donné vous voulez passer à autre chose, vous mettre à votre compte, investir ou en tout cas à un moment donné ne plus être dépendant de votre job salarié, mettez en place les actions qui vont et faites attention à pas juste tomber dans le piège du métro boulot dodo et tout dire qu'en fait il y a pas d'autre alternative parce que l'alternative elle existe. Si d'ailleurs vous voyez pas ce que c'est la rat race, je vous laisse taper Happiness sur YouTube et c'est une vidéo avec des rats. Regardez-la, elle est quand même frappante. Ouais, c'est vrai qu'elle est marrante. Elle est marrante. Un peu caricaturale, oui, un petit peu, mais on comprend vite l'idée derrière. Ok, bon, mais je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Oui. Un plus long que prévu. Ouais. J'avais dit que petit épisode d'une demi-heure. Je pense qu'on est à quasiment 1 heure. On avait passé 1 heure ou pas? Quasiment. Quasiment, ouais. Un podcast et c'est fini. C'est ça, donc voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une agréable fin de journée et n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, que ce soit sur Instagram, sur les différentes plateformes et à nous laisser 5 étoiles. Je vous dis à bientôt. Ciao.